Le président de la République était en Normandie hier à la rencontre des maires de France et des maires normands en l'occurrence pour le grand débat national. Et pendant ce temps-là, les Républicains cherchent à être davantage audibles selon le mot du président de ce parti. Laurent Wauquiez, hier, vous a réunis au siège du parti. Il a promis de monter en puissance dans le débat public. Il était temps, selon vous? La période est troublée, elle est troublée pour le pays. Le message public est difficile aujourd'hui à publier. Donc il faut aujourd'hui qu'on se concentre sur des messages très clairs, sur des propositions. Il y a une colère dans le pays, elle s'est exprimée depuis maintenant plus de 2 mois. Il y a cette exaspération qui monte, ce ras-le-bol fiscal qui a été le moteur de cette colère. Les Républicains ont un rôle à jouer pour répondre à cette colère. C'est un peu un constat d'échec quand même, parce que depuis 1 an, c'est vrai que vous n'êtes pas très audibles les uns les autres, c'est vrai de votre président de parti, mais de chacun d'entre vous. Et puis dans les sondages, on voit, d'ailleurs ça se traduit, parce que c'est quand même les Républicains, en intention de vote, certes on est à 2 mois ou 3 mois ou 4 mois du scrutin, mais vous êtes en dessous de 10%. Bon, je relativise tout ça, la campagne n'a pas commencé, on n'a pas notre organisation, on n'a pas notre message, le trouble est profond dans l'opinion, mais ce que je crois, et c'est ce que nous avons avec Laurent Wauquiez essayé d'installer au cours de cette année, c'est que les Républicains ont un rôle essentiel, majeur pour l'avenir. C'est la seule force d'alternance à Emmanuel Macron. Il faut le dire très clairement, c'est la seule force d'alternance crédible. Et nous avons un devoir de responsabilité face à la crise, face à la violence. Nous avons un devoir de responsabilité et nous avons aussi un chemin de proposition pour baliser la route vers l'alternance. Et tout ça va se construire. J'ai l'impression que chacun, chez vous, mène sa petite barque. On voit Bruno Retailleau avec son club de réflexion, on voit Madame Pécresse, on voit... Hier soir, chacun fait un peu ce qu'il entend. Hier soir, autour de Laurent Wauquiez, au siège des Républicains, se trouvaient Gérard Larcher, Bruno Retailleau, Christian Jacob. La famille est réunie. Et dans ce moment de difficulté, dans ce moment de reconstruction aussi, parce que n'oublions pas d'où nous venons en 2017, nous avons un devoir absolu d'unité. Donc j'appelle d'ailleurs tous mes amis des Républicains à cette responsabilité face à la crise. Personne ne pourrait comprendre qu'il y ait des voix dissonantes, divergentes, qu'il y ait des ambitions. Nous avons le devoir et la responsabilité de chasser en meute, si j'ose cette formule, d'être rassemblés, d'être unis. Le pays nous regarde et nous avons une très lourde responsabilité. Demain, ce ne sont pas les extrêmes qui pourront remplacer Emmanuel Macron. Bien évidemment non. Ils enfonceraient le pays encore plus dans le chaos. Et Emmanuel Macron a démontré son incapacité à apporter de vraies réponses aux difficultés du pays. Aujourd'hui, il veut effacer ces 2 premières années. Ça fait quand même 30 ans que ça dure. Oui, mais enfin, 2 premières années catastrophiques. Quel président de la République a mis autant le pays en tension? Il a mis le feu au pays, il l'a fait avec des provocations et surtout il n'a apporté aucun résultat parce que ce que lui reprochent les Français, c'est un comportement provocateur, c'est de l'arrogance, c'est du mépris. Il a encore démontré hier ce mépris. Ce qui lui reproche surtout, c'est l'absence de résultats. Plus d'impôts, plus de chômage, moins de pouvoir d'achat, plus de dettes. C'est ça le bilan d'Emmanuel Macron. Oui, mais justement, on va en reparler de ça parce que justement, en répétant ça, il semblerait que vous ne soyez pas très audible quand même. Thierry Mariani, hier, dit... Mais la répétition ici peut y même, parvenir. Moi, je suis parti parce que les Républicains, c'est pas un vrai parti de droite. Alain Juppé est parti aussi. On sent quand même que ça se délite un peu, votre famille politique. Écoutez, dans les difficultés, il y en a qui ne tiennent pas le choc. Il dit que vous êtes Mariani, il dit vous êtes ferme dans les propos, mais alors derrière, c'est pas tout à fait le cas. Moi, je ne vais pas faire de polémique avec Thierry Mariani.
sa motivation, elle est d'aller chercher une place qu'on lui a donnée ailleurs. C'est une démarche individuelle, ce n'est pas une démarche collective. On ne construit rien de positif sur une simple ambition individuelle et on ne peut pas tirer des conséquences d'une ambition individuelle. Il y a un ralliement parce qu'il y a une place de l'autre côté. C'est pas un ralliement. Mais là, pareil, ce ne sont pas des ralliements sans contrepartie. Ce sont des ralliements contre une place aux élections européennes. Donc, moi, je ne tire pas des leçons politiques de ralliement individuel. Quant à Alain Juppé, bien sûr, je déplore son départ. Mais ça fait très longtemps qu'il avait rejoint le camp d'Emmanuel Macron, disons-nous les choses très clairement. Mais c'est un regret, bien sûr. Mais depuis 2 ans, sur fond un peu d'amertume de sa défaite à la primaire, il a très clairement rejoint, et tous ses proches sont chez Emmanuel Macron aujourd'hui. Les élections européennes approchent. Est-ce que vous allez accueillir des gilets jaunes sur votre liste ? Nous verrons bien. On est en train de définir l'organisation de cette liste. Ce qu'on veut, c'est aucune démagogie, aucune récupération. Ce mouvement appelle de la responsabilité, n'appelle pas des gadgets, n'appelle pas de la communication. On voit que les réponses du président de la République relèvent des gadgets de communication. Nous, on a un devoir de responsabilité, de rester sur le fond, sur nos propositions, sur la constance. Donc, on ne sera pas dans les gadgets, c'est clair. Qui pour mener la liste Éric Woerth, qui était à votre place il n'y a pas très longtemps, dit François-Xavier Bellamy, c'est pas trop... Il n'était pas très chaud. Hein. Le choix sera fait avant la fin du mois de janvier. Il reste 10 jours. Sera annoncé, donc ça va aller désormais très vite. Ça sera un choix collectif. Laurent Wauquiez l'a redit hier soir. Ça sera le choix d'abord de la Commission nationale d'investiture dont vous êtes le président. Que je préside. Les critères de choix seront la responsabilité de faire des propositions pour que nous ayons une Europe plus protectrice et que nous ayons une campagne électorale qui permette de rappeler notre adhésion à une Europe moins naïve et aussi notre opposition à Emmanuel Macron. Ça sera naturellement Éric Woerth trouve que Wauquiez n'est pas assez collectif, il est trop solitaire. Non, c'est faux. Enfin, moi, vous êtes en désaccord avec Woerth alors? Je travaille au quotidien avec Laurent Wauquiez, nous sommes nombreux à travailler autour de lui. Donc je crois qu'au contraire, il y a une volonté d'être collectif. François-Xavier Bellamy, c'est un bon candidat. C'est un bon candidat. Pas un peu trop intellectuel, pas assez... Il y en a naturellement d'autres. Il a des qualités, celle du renouvellement, celle d'incarner une droite des idées. Et pour nous, c'est essentiel. Pour Laurent Wauquiez, c'est essentiel. Être sur le terrain des propositions. Il faut, face à la crise que rencontre le pays, face à la crise des valeurs, face aux problèmes majeurs, face à la crise identitaire, face à la crise sociale, face à la crise économique, il faut que la droite, aujourd'hui, se reconstruise sur le terrain des idées. Une personnalité comme François-Xavier Bellamy, qui porte ses idées, qui porte et qui incarne une forme de nouveauté, répond à ces critères. Alors, hier, je disais 7 heures en Normandie, 7 heures dans l'heure pour le président de la République. Sincèrement, moi, j'ai écouté, je n'ai pas vu que des gadgets, contrairement à vous. Hein, je me suis... Sur l'ISF, sur le... si, quand même pas mal de choses. Et d'ailleurs, les maires, y compris de votre parti, ne semblaient pas insatisfaits en tous les cas. Est-ce que ce débat national est propre à apaiser les esprits? D'abord, l'organisation de la séquence d'hier est très cadrée. Organisée par Sébastien Lecornu, qui avait organisé la salle. Donc cette salle, elle n'est pas révélatrice de ce que pensent aujourd'hui les Français. Le vrai débat, il aurait été d'aller au contact ce que va faire le président de la République, de ceux qui manifestent, qui n'ont pas eu accès à cet échange et ce débat. Mais sur le fond, qu'est-ce qu'il reste de ces 7 heures? Ce n'est pas parce qu'on parle longtemps qu'on parle utilement, qu'on parle pertinemment. Quelle proposition, quel engagement, quelle vision? On a l'impression hier... Sur l'ISF. Quelle proposition? On a l'impression aujourd'hui... Sur l'ISF. Oui, sur l'ISF. Vous êtes d'accord avec lui? Il ne faut pas revenir en arrière. Sur l'ISF, il ne faut pas revenir en arrière. Bon, vous êtes d'accord avec lui, il y a l'étude de Christian Saint-Etienne. L'ISF est un mauvais impôt qui nuit à l'attractivité économique. On l'a dit avant, on reste le référendum d'initiative citoyenne, il a dit qu'il n'y était pas très favorable. Il a eu ce courage-là, alors que tout le monde le demande. Et c'est vrai que ça peut vite virer à la démagogie. Quel est votre avis là-dessus?
sur le référendum d'initiative citoyenne, Nicolas Sarkozy, dans sa réforme constitutionnelle de 2010, on en est loin, c'est le référendum d'initiative ouvert cette partagée, voie. Donc, personnellement, très bouclé, hein. Moi j'y suis favorable, qu'on y ait plus recours. Ouais. C'est vrai que cette forme de démocratie directe, on l'a un peu oublié, doit être réactualisée, que ce soit un référendum tout court ou un référendum d'initiative citoyenne. Personnellement, j'y suis favorable. Mais hier, à part 7 heures, qu'est-ce qu'il reste de ces 7 heures? On a l'impression, si vous permettez, que Emmanuel Macron veut effacer les 2 premières années de son quinquennat, qui sont totalement ratées, il faut bien en convenir, sur le fond, sur la forme, sur la méthode. Il y a une énorme désillusion. L'anesthésie qu'il avait appliquée au pays en 2017, lors de la présidentielle, avec beaucoup de contre-vérités, beaucoup de fausses promesses, le réveil après cette anesthésie a été terriblement douloureuse pour les Français. Aujourd'hui, il ne pourra pas effacer le passé. La perte de crédibilité, elle est profonde, donc il faut qu'il aille désormais sur le terrain de la responsabilité. Il a dit qu'on allait parler de l'immigration. Vous êtes satisfait de ça? L'immigration sera bien au menu. Il est temps d'en parler. Mais il est surtout temps d'agir, parce que le bilan, là aussi je reviens à ces 2 ans, nous avons battu, les chiffres sont tombés hier, vous le savez, nous avons battu des records historiques. 255 000 titres de séjour pour les étrangers en situation légale. L'année dernière, 122 000 demandeurs d'asile, c'est une augmentation de plus de 20%, quasiment 22%. Donc on a, depuis 2014, on a doublé le nombre de demandeurs d'asile. Comment vous reconduisez aux frontières, Éric Ciotti? On reconduit avec les méthodes que nous avons proposées, notamment pour les demandeurs d'asile qui dévoient le principe de l'asile. Oui, la rétention, qui n'ont jamais marché. Mais qui n'ont ça fait 30 ans qu'on renvoie personne. Parce qu'elles n'ont pas été suffisamment appliquées. Notamment la rétention administrative qui a été supprimée par le gouvernement socialiste. Il faut tout changer, là. Il faut changer, il faut modifier le modèle social, il faut avoir, contrairement à ce qui a été signé dans le pacte de Marrakech, parce qu'on en parle, mais en catimini, sans que le Parlement soit saisi, Emmanuel Macron fait signer le pacte de Marrakech, qui aura des conséquences, contrairement à ce qui est dit en matière de jurisprudence, qui dit que les étrangers comme les nationaux doivent avoir les mêmes droits. Comment on fait pour raccompagner physiquement les déboutés du droit d'asile? Personne n'a la réponse. On place certains pays sous leur responsabilité. On ne peut pas continuer. Ça fait 30 ans qu'on entend ça. Et le temps est venu de le faire avec détermination, avec force. C'est le devoir de notre génération politique, parce que l'immigration, aujourd'hui, menace notre pays. En France, aujourd'hui, il y a 2 problèmes majeurs. Il y a trop d'impôts qui pèsent sur le pouvoir d'achat, et il y a trop d'immigration qui pèse sur la cohésion nationale en favorisant le communautarisme. Donc aujourd'hui, les 2 piliers d'un grand projet, c'est moins d'impôts, moins d'immigration. Et donc sur l'immigration, il y a des propositions. Il faut faire pression sur les pays sources qui n'assument pas leurs responsabilités. Éric Ciotti, on en sort comment de cette crise? Comment on tranche tous les sujets qui vont être évoqués, notamment les 2 grands sujets que vous avez dit? Avec du courage. Non, mais par référendum, comment... Sans démagogie, sur le fond, avec des solutions très concrètes. Et encore une fois, les solutions à la crise, elles sont sur la baisse des impôts et sur la baisse de l'immigration. On soumet ça aux Français pour les faire participer, parce que les Français, eux, ils veulent que ce soit eux qui décident. Écoutez, il y a un Parlement aujourd'hui, il y a la possibilité... Qui est largement discrédité. Il y a la possibilité de mobiliser les Français par référendum, de les faire choisir, naturellement. Mais voilà, il suffit d'avoir... un changement de gouvernement. Il suffit d'avoir... le gouvernement actuel, pour beaucoup, il semble usé, mais ça, c'est la responsabilité du président de la République. Pas de dissolution. Ou du Premier ministre. Vous seriez favorable à une dissolution? Moi, je crois que ces outils, et il y a un piège d'ailleurs que nous tend Emmanuel Macron, on voit bien que ce qui se dessine, le schéma un peu pervers, ce seraient des réponses uniquement institutionnelles. Les réponses qu'attendent les Français, elles sont sur le fond, sur le montant de leur feuille de paie. Il faut qu'on augmente aujourd'hui le salaire net. Vous êtes le premier à dire qu'il faut le référendum d'initiative citoyenne. Salaire ça veut dire que net, c'est un outil, mais pour moi, ce n'est pas la priorité. Les réponses, elles sont sur le pouvoir d'achat. Travaillons sur le pouvoir d'achat, sur le salaire net. Faisons baisser les charges, les impôts. C'est ça qui est concret. Et ça, pour cela, on peut le faire par une loi de finances rectificative. On peut le faire de façon assez simplement et immédiatement. Ne reportons pas les choix. La suppression des allocations familiales pour les parents d'élèves turbulents, et quand je dis turbulents, c'est un faible mot, violent, on va dire,
idée que vous aviez lancée, que vous aviez fait adopter, que vous avez expérimentée, qui a donné des résultats, contrairement à ce que les socialistes d'ailleurs avaient dit à l'époque, qui a été écartée après par abrogé en 2013 les socialistes. Par François Hollande. Exactement. Jean-Michel Blanquer semble tendre l'oreille et dit pourquoi pas. C'est pas encore décidé parce qu'il attend des rapports de différentes administrations pour prendre des décisions. Je lui souhaite, en cette période de vœux, d'avoir le courage. Vous seriez satisfait alors là. Bien sûr, je lui ai dit hier. Ça avait donné des résultats. J'ai échangé avec lui hier à l'Assemblée nationale. Je lui ai souhaité ce courage. Mais vous avez vu les réactions dans la majorité. Immédiatement, la levée de bouclier, parce que la majorité, elle reste à gauche, contrairement à ce qu'on nous a dit et ce qu'on a vendu aux Français. Donc je souhaite qu'on rétablisse cette loi, qui était la loi qui porte mon nom, qui est une loi équilibrée et qui, contrairement à ce qu'on dit de façon caricaturale, est une loi qui est faite aussi pour aider les parents qui sont en difficulté et qui a un caractère dissuasif. 100 000 enfants étaient retournés grâce à cette loi en quelques mois vers l'école de la République. À peu près la moitié des départements. Ça avait été expérimenté dans la moitié des départements. C'était une loi qui était obligatoire pour tous. Certains inspecteurs d'académie, à la veille de l'alternance, l'ont un peu moins appliqué et les socialistes, au printemps 2012, l'ont immédiatement interrompu et abrogé. 90 000 selon un rapport de l'Éducation nationale. Combien de parents, finalement, se sont vus supprimer leurs allocations? Un peu plus de 600. Suspension, un peu plus de 600, suppression un peu moins de 200. Donc vous voyez, on est dans l'objectif de cette loi. Cette loi, ce n'était pas de supprimer les allocations familiales. C'était d'inciter les parents à retrouver leurs responsabilités. Dans la vie familiale, il y a un équilibre indispensable entre droit et devoir. Les droits, ce sont les allocations familiales voulues par le général de Gaulle. Et on en a besoin. Et la baisse de la natalité nous dit que nous en avons besoin et que ça a été une erreur de les diminuer. Mais face à ces allocations familiales, il y a des devoirs qui sont inscrits dans le Code civil. C'est notamment le devoir d'éducation. Et il faut qu'il y ait cet équilibre. Quand cet équilibre est rompu, au plan individuel, il y a des conséquences sur la société. Et nous voulions, par cette loi, et elle avait marché, rappeler à cet équilibre, à cette responsabilité. On est avec Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, et Jean-Baptiste Sémerjean nous rejoint dans le studio pour poser vos questions, chers internautes. Bonjour Yves, bonjour Éric Ciotti. Une première question de Charlie. Pour Charlie, Macron a raison, Emmanuel Macron a raison de se rapprocher des maires. Pour lui, c'est la solution. Est-ce que vous pensez qu'il était temps de parler aux maires ? Après les avoir méprisés, ignorés au Congrès des maires, il est toujours utile de parler. Et bien sûr, il est utile de parler aux élus. Mais encore une fois, ce qu'attendent les Français, ce ne sont pas des paroles, aussi longues soient-elles, ce sont des actes. Donc le pays a besoin d'actes très clairs, très précis, la baisse des dépenses publiques pour faire baisser les impôts et les charges, pour faire augmenter le pouvoir d'achat. Voilà, le chemin, il est clair. Je ne vois rien qui balise ce chemin aujourd'hui. On reste sur les impôts. Cédric vous reproche d'avoir augmenté les impôts quand vous étiez président du département des Alpes-Maritimes. Est-ce que c'est vrai? Et Mado parle d'une dette de 800 millions d'euros. Les impôts n'ont plus été augmentés dans le département des Alpes-Maritimes depuis 2009. C'est la dernière augmentation. J'ai été élu à la fin de l'année 2008. C'était un budget qu'avait préparé mon prédécesseur. Depuis, j'ai diminué l'endettement du département de 130 millions d'euros sur les 5 dernières années. Et nous venons de voter une baisse de la fiscalité, la taxe foncière. C'est le seul impôt que prélève le département, les conseils départementaux. Nous avons voté avec le président Charles Genesi une baisse de 5%. C'est une première. Nous sommes le seul département de France à ne pas avoir augmenté sur les 10 dernières années la fiscalité, et nous sommes sans doute le seul, peut-être pas tous les budgets sont votés, à engager une baisse de la fiscalité au plan local. C'est une politique totalement différente de celle qu'a conduite Christian Estrosi, qui a créé un impôt foncier très lourd à la métropole qui conduit à une augmentation entre 15 et 20% de la taxe foncière pour les communes. D'accord. Justement, la mairie de Nice, Denis vous demande si vous serez candidat à la mairie de Nice en 2020. Je suis député de Nice, je suis engagé pour Nice, c'est ma ville natale, c'est là où j'ai toutes mes racines, c'est une ville que je veux aider, c'est une ville qui a des difficultés. Je parlais de la fiscalité, je pourrais parler de l'endettement. Nice et la métropole, 2 milliards d'euros de dette. C'est l'endettement par habitant le plus élevé de France pour les grandes villes aujourd'hui. Il y a des inquiétudes sur le maintien du petit commerce, sur la montée du communautarisme.
Donc, je répondrai à cette question. Vous réfléchissez. Dans les mois qui viennent, c'est une question qui est grave, qui est lourde de conséquences. Oui, parce que vous seriez obligé de quitter pour la l'Assemblée. situation de Nice, moi, je veux aider Nice. Voilà. Non, mais vous seriez obligé de quitter l'Assemblée. Je ferai ce choix dans ma capacité à aider le plus possible ma ville, mais c'est une question que beaucoup de Niçois, ils étaient 2000 à mes vœux la semaine dernière, me posent, et je sens qu'il y a aussi cette attente. Ça serait l'affrontement face à cette attente. Face à l'actuel maire, Christian Estrosi. L'élection, le débat... Ça serait le combat des frères siamois. Le débat démocratique n'est pas forcément un affrontement, c'est la force de la démocratie. Donc on le saura quand, ça, si vous y allez ou pas. Quand il y a des différences, il y a un débat, mais après, il peut y avoir d'autres méthodes. D'ici à la fin de l'année, on le saura. Bien sûr, bien sûr. Restons sur les affrontements. Antonella et d'autres internautes vous reprochent d'être trop dans la critique systématique du gouvernement. Vous participez, selon elle, à créer la défiance envers les politiques. Vous êtes d'accord avec ça ? Et moi, cette défiance, vous la ressentez peut-être déjà sur le terrain ? Je n'ai jamais cru en Emmanuel Macron. Certains dans ma famille politique, on parlait de Christian Estrosi à l'instant, on parlait d'Alain Juppé, ont eu une séduction subite en 2017 pour Emmanuel Macron. Moi, je n'ai jamais cru en Emmanuel Macron, je n'ai pas voté pour lui. Au deuxième tour non plus ? Je n'ai pas voté pour lui au deuxième abstenu. tour, je me suis abstenu, je l'ai dit très, très clairement. À l'époque, j'avais mis dans l'urne le bulletin de François Baroin. Voilà, c'était... un petit signe, mais donc je suis constant avec mes idées, mes valeurs. Les idées que je défends, ce sont toujours les mêmes. Et aujourd'hui, je constate que le pays va mal. C'est pas moi qui le constate. Je crois malheureusement que mon diagnostic sur le programme d'Emmanuel Macron, sur sa façon de diriger, sur sa personnalité, qui fracture le pays, était malheureusement, et je le regrette, lucide. Donc moi je dis la vérité, je ne me dissimule pas, et je crois pouvoir le dire avec une certaine constance. Et dans la vie politique, la crédibilité de la parole publique, et ce que je peux partager, c'est le constat de dire que la parole publique est largement décrédibilisée aujourd'hui, parce qu'on a l'habitude d'entendre un discours avant les élections et un autre différent après. On a l'habitude d'entendre un discours selon la courbe des sondages. On critique Emmanuel Macron quand il est faible et on le loue quand il est fort. Donc moi, j'ai toujours la même attitude. Éric Ciotti, est-ce que avec François Fillon, il n'y aurait pas eu les Gilets jaunes ? Ça aurait été naturellement difficile, mais je crois qu'il y aurait peut-être eu un débat avec des corps intermédiaires, avec les syndicats, mais tout était sur la table à l'élection présidentielle. Il est très solitaire, François Fillon aussi, dans son mode de fonctionnement. Son programme était connu. Bon, il n'a pas été approuvé pour d'autres raisons, hélas, par les Français, mais tout était sur la table. D'accord. Une dernière question. Selon Philippe, la droite est bien plus crédible depuis Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez des nouvelles de Nicolas Sarkozy et qu'est-ce que vous pensez de sa position ? J'ai pas compris la question. Selon Philippe, la droite est bien plus crédible de manière positive. Elle est plus crédible aujourd'hui que sous Nicolas Sarkozy. Voilà. Depuis Nicolas Sarkozy, donc grâce à Nicolas Sarkozy. Oui, d'accord. Oui, la question est un peu complexe. Oui, un peu complexe. C'est le plus, c'est adieu en erreur. Est-ce que vous avez plus de nouvelles, des nouvelles de lui ? Et est-ce que vous pensez de sa proximité avec Macron ? On a échangé des souhaits de bonne année, on a partagé ensemble des souhaits de bonne année. J'ai du respect. Vous le consultez de temps en temps ? J'ai du respect de l'amitié pour Nicolas Sarkozy. Et on voit aujourd'hui combien son quinquennat, dans une période extraordinairement difficile, a été solide. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, quelque part, nous donne des regrets d'avoir interrompu cette politique qui aurait porté ses fruits. On a eu le quinquennat Hollande qui a abîmé la France, et on a le quinquennat Macron qui est en train de déstructurer et quelque part d'amener le risque d'une destruction de notre pays. Et leur proximité entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, ils se voient ? C'est pas illogique que deux anciens présidents de la République... Non, il y en a un qui est ancien, pas l'autre. Se parlent, voilà, deux présidents, un ancien, un actuel. Voilà. D'accord. Emmanuel Macron sera un futur ancien président de la République. Voilà. On était avec Éric Ciotti. Merci Éric Ciotti d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris à celles des internautes que Jean-Baptiste Sébergeant a posées ce matin. Et à demain, si vous le voulez bien.